Bonjour et bienvenue à Voyage dans l'espace, où que vous soyez dans l'univers, nous espérons que vous allez bien. Ici Florent Meunier, je suis en compagnie de Claude Lafleur, qui a une question pour nous. Quelle est l'étoile la plus proche ? On pourrait répondre Proxima du Centaure, pourtant ce n'est pas le cas puisque l'étoile la plus proche de nous, c'est plutôt le Soleil. Notre étoile est en fait si proche de nous et faisant partie de nos vies qu'on a tendance à l'oublier et pourtant. Nous vous proposons aujourd'hui une série de petites questions de ce style dont les réponses peuvent être amusantes ou intrigantes, une façon ludique de parcourir notre système solaire. À propos du Soleil. Commençons par explorer le Soleil, notre étoile dont on a jusqu'à présent peu parlé dans nos balados. Pourtant c'est l'astre qui domine nos vies et le système solaire et sans lui pas de lumière et pas de vie sur Terre. Sachant que notre étoile se trouve à 150 millions de kilomètres de nous et que sa lumière et sa chaleur nous parviennent littéralement à la vitesse de la lumière, à quelle distance en termes d'années-lumière se trouve-t-il de nous, le Soleil, Claude ? Le Soleil se trouve à 0,00002% d'une année-lumière. C'est plus commode de dire que le Soleil se trouve à 8,3 minutes-lumière. C'est-à-dire que la lumière qu'on reçoit du Soleil prend 8 minutes et 20 secondes à nous parvenir. La deuxième étoile la plus proche, Proxima du Centaure, elle se trouve à 4,2 années-lumière. Ou si vous préférez, c'est 300 000 fois plus loin que notre Soleil. Et donc, la lumière qu'on reçoit de Proxima du Centaure prend 4,2 années à nous parvenir. Ça veut dire que si aujourd'hui on regarde cette étoile-là, on la voit telle qu'elle était en 2021, à l'époque de la pandémie. Autre fait époustouflant, lorsqu'on regarde le Soleil, ce sont des photons que l'on caricature souvent comme des grains de lumière qui frappent la rétine de nos yeux. Et ces photons ont été fabriqués au centre du Soleil, voilà 1 million d'années plus tôt. Puis, une fois expulsés par le Soleil, ils ne prennent que 8 minutes et 19 secondes à nous parvenir. Mais que s'est-il passé entre le moment de leur fabrication au cœur du Soleil et celui où ils sont émis par le Soleil ? Que se passe-t-il donc, Claude, durant le million d'années avant que ces photons ne viennent frapper nos yeux ? Il se passe au sein du Soleil des choses absolument hallucinantes, des choses presque inimaginables. D'abord, si on parle du centre du Soleil, le cœur du Soleil, c'est un environnement qu'on a difficilement imaginable. Entre autres, c'est une sorte de matière ultra dense, composée d'électrons, de protons, de neutrons, d'atomes d'hydrogène et d'hélium. Et on y retrouve des températures et des pressions littéralement inimaginables. En fait, la température au centre du Soleil s'élève à quelque chose comme 15 millions de degrés Celsius. Et la pression, elle est des milliards de fois supérieure à ce qu'on connaît sur Terre. Et c'est dans cet environnement-là inimaginable que sont créés les photons. Les photons naissent donc au centre du Soleil et après ça, ils tentent de fuir cet enfer-là, ils tentent de sortir de cet enfer-là. Le problème, c'est que en voulant sortir, ils se frappent sur d'autres molécules et ils ne peuvent pas sortir en ligne droite. Pour imaginer un peu la scène, imaginez une table de billard. Imaginez une table de billard sur laquelle il y aurait des milliards de billes. Et vous frappez une bille dans l'intention de la faire parvenir à l'autre bout de la table. Le problème, c'est qu'il y a des milliards de billes qui s'entrechoquent les unes les autres et qui vont s'entrechoquer avec votre bille à vous. La bille va rebondir, etc. Évidemment, dans le cas d'une table de billard, ça ne serait pas long que votre bille va cesser de bouger, va être immobilisée. Dans le cas du photon, lui, il continue, il persévère. Il va se frapper comme ça sur des milliards d'autres billes qui essayent elles aussi de sortir de l'enfer qui est le centre du Soleil. Et on estime qu'en moyenne, ça y prend à peu près 1 million d'années pour parvenir à l'autre extrémité du Soleil, pour parvenir jusqu'à la surface du Soleil et enfin sortir du Soleil. Mais il n'est pas tout seul à vouloir sortir du Soleil, il y a des milliards d'autres photons qui veulent sortir comme lui. Imaginez la scène, c'est un peu incroyable. Et lorsque le photon arrive à la surface du Soleil, là, il est enfin libéré. Il peut filer en ligne droite. En fait, là, si le photon partait du centre du Soleil et filait en ligne droite pour sortir, la distance serait de 700 000 km.
À la vitesse de la lumière, ça y prendrait à peine plus que 2 secondes pour sortir du Soleil. En réalité, ça y en prend 1 million d'années, puisqu'il se frappe contre les autres molécules. Donc, le photon finit par arriver à la surface du Soleil. Là, il est libéré. Et là, ça y prend 8 minutes et 20 secondes pour franchir les 150 millions de kilomètres jusqu'à la Terre pour finalement frapper notre œil quand on regarde le Soleil. Et là, lorsqu'il frappe notre œil, il est absorbé. Son énergie est absorbée par notre œil. Ça veut dire que le photon, il a pris 1 million d'années pour sortir du Soleil, 8 minutes 20 secondes pour parvenir jusqu'à nous, et là, il est absorbé. Tout ça pour ça. Oui. Incroyable, n'est-ce pas? Et autre phénomène étonnant, la température à la surface du Soleil est de l'ordre de 5500 degrés. Celsius, j'entends. En revanche, lorsqu'on s'éloigne légèrement de lui, à quelques millions de kilomètres, la température grimpe jusqu'à 1 million de degrés Celsius. C'est assez contre-intuitif, la température à proximité du Soleil est 200 fois supérieure à celle à sa surface. C'est comme s'il faisait beaucoup plus chaud à une certaine distance d'un feu de camp que juste à côté. Alors, comment on explique ça, Claude? On l'ignore, on ne comprend pas le phénomène, on ne comprend vraiment pas le phénomène, même les spécialistes. Et c'est pourquoi, au mois d'août 2018, la NASA a lancé une sonde solaire qui s'appelle Parker, qui a effectivement pour mission de résoudre ce mystère-là. En fait, la sonde est équipée de différents appareils scientifiques pour mesurer le champ magnétique du Soleil, pour mesurer la structure de l'atmosphère, pour mesurer le vent solaire. Et une des particularités de cette sonde-là, c'est de s'approcher très, très proche du Soleil, d'explorer l'atmosphère proche du Soleil, en espérant que les données qu'elle va prendre, les mesures qu'elle est en train de prendre, vont nous permettre d'expliquer ce mystère-là. Mais c'est vraiment un mystère que même les plus grands spécialistes, à ma connaissance, n'ont même pas d'hypothèse. Comment expliquer qu'il fait plus chaud un peu plus loin du Soleil qu'à la surface même du Soleil? Le 24 décembre dernier, Parker est donc passé à seulement 7,26 millions de kilomètres du Soleil. Jamais un engin spatial ne s'est aventuré aussi proche. Parker se déplaçait alors à la vitesse de 700 000 km par heure, soit 194 km par seconde. Jamais un vaisseau spatial n'est allé aussi rapidement, une vitesse qui ne représente pourtant que 0,0006% de la vitesse de la lumière. Et la sonde a été confrontée à des températures dépassant les 1000 degrés Celsius. Imaginez, on a fabriqué un appareil électronique, un robot qui s'appelle la sonde Parker et qui doit résister à des températures de 1000 degrés. Évidemment, la sonde est équipée d'un bouclier pour ce faire et elle passe relativement peu de temps trop proche du Soleil, mais en soi, c'est un exploit technologique. Une autre donnée que j'aime bien rappeler, quelquefois je l'ai dit dans les balados, mais je trouve ça toujours sensationnel. Le Soleil comporte à lui seul 99,85% de toute la matière que constitue le système solaire. Le reste, là, le 0,15% de la matière, ce sont les planètes, les satellites naturels, les astéroïdes, les comètes, le gaz, etc. C'est juste ça, le 0,15%. Et de ce 0,15%-là, la Terre, c'est une toute petite parcelle parce que l'essentiel de ce 0,15%-là, il est accaparé par Jupiter. On n'est vraiment, vraiment pas grand-chose dans l'univers. Question de température. Une autre question dont la réponse qui saute aux yeux n'est pourtant pas la bonne. Quelle est la planète la plus chaude du système solaire? C'est-à-dire, sur quelle planète retrouve-t-on la température de surface la plus élevée? On aurait tendance à imaginer qu'il doit s'agir de Mercure, puisque c'est la planète la plus proche du Soleil. Mercure circule à 58 millions de kilomètres du Soleil, tandis que Vénus se trouve 2 fois plus loin, soit à 109 millions de kilomètres, et la Terre 3 fois plus loin, à 150 millions de kilomètres. Alors, Mercure la plus chaude? Et non, ce n'est pas le cas, puisque la température à la surface de Mercure est de 167 degrés Celsius. Par contre, sur Vénus, on retrouve des températures de 465 degrés, donc beaucoup plus chaud. On peut peut-être aussi dire que la température moyenne sur Terre est de 15 degrés. Ça, c'est la température sur l'ensemble de la planète tout au long de l'année. Sur Terre, il fait en moyenne à peu près 15 degrés, alors qu'il fait beaucoup, beaucoup plus chaud sur Mercure et encore plus chaud sur Vénus. Et comment expliquer alors qu'il fasse plus chaud sur Vénus que sur Mercure?
C'est parce que sur Vénus, il y a ce qu'on appelle un effet de serre. C'est-à-dire que l'atmosphère de Vénus, qui est 100 fois plus épaisse que celle de la Terre et qui est composée à plus de 96% de CO2, de gaz carboné, cette atmosphère-là retient la chaleur à la surface de la planète. C'est ce qu'on appelle un effet de serre. Un effet de serre, c'est comme lorsque vous avez une certaine couverture qui retient la chaleur. Un exemple d'effet de serre qu'on voit très bien l'été, c'est une automobile exposée au soleil. L'habitacle d'une automobile retient la chaleur, d'où le fait que quand on ouvre les portes, il fait extrêmement chaud. Sur Vénus, il y a donc un effet de serre qui est gardé à cause de l'atmosphère de CO2 qui fait monter les températures, alors que sur Mercure, il n'y a pas d'atmosphère, il n'y a pas de couches qui retiennent la chaleur à la surface de la planète. Donc, elle est exposée au vide spatial, elle est exposée directement à la lumière du Soleil, à la chaleur du Soleil, mais elle ne garde pas cette chaleur-là, contrairement à Vénus. Et ajoutons que la température moyenne sur Mars est de moins 63 degrés, tandis que celle de la Lune est de moins 73. En fait, ce qui se passe sur Mars, c'est qu'il y a une atmosphère, mais 100 fois plus ténue que celle de la Terre, qui ne retient pas vraiment la chaleur. Donc, Mars ne conserve pas sa chaleur comme l'atmosphère terrestre le fait en partie et comme le fait si bien l'atmosphère de Mercure. C'est pour ça, l'atmosphère de Vénus. Et c'est pour ça qu'il ne fait pas passablement chaud sur Mars, d'autant plus que la planète se trouve quand même à 228 millions de kilomètres du Soleil, donc à peu près une fois et demie plus loin que la Terre. On peut penser aussi à la Lune. Sur la Lune, il n'y a pas d'atmosphère, pas du tout. Ce qui fait que le jour, quand vous êtes exposé au Soleil, le mercure monte jusqu'à 120 degrés et la nuit, la température descend jusqu'à moins 120 degrés. On peut rappeler que le jour sur la Lune dure l'équivalent de 2 semaines terrestres et la nuit, 2 autres semaines. Donc, ça c'est pas en termes de 24 heures, là. On retrouve même sur la Lune des températures de l'ordre de moins 233 degrés Celsius. Ça, c'est au fond de cratères où le soleil ne plombe jamais, où il fait donc très, très froid. Moins 233, c'est là, dans ce genre de cratère-là, qu'on espère trouver de l'eau. Moins 233, c'est l'équivalent de 40 degrés Kelvin. 40 degrés Kelvin, c'est 40 degrés au-dessus de zéro, du zéro absolu. C'est extraordinairement froid. Même pour nous au Québec, on ne peut pas imaginer des températures comme 40 degrés Kelvin. Question de distance. On se demande parfois à quelle distance se trouve de nous le Soleil, la Lune ou bien Mars. Et s'il est facile de répondre dans le cas des 2 premiers astres, c'est autre chose dans le cas de Mars. Et pourquoi ça? Par exemple, dans le cas de la Terre, c'est assez simple. La Terre tourne autour du Soleil à 150 millions de kilomètres, à plus ou moins 2,5 millions de kilomètres, parce que la planète n'est pas tout à fait sur une orbite parfaitement circulaire. Donc, la distance Terre-Soleil, elle est constante d'à peu près 150 millions de kilomètres. Dans le cas de la Lune tourne autour de la Terre. Encore là, c'est assez simple. La Lune tourne autour de la Terre en moyenne à la distance de 385 000 kilomètres, plus ou moins 25 000 kilomètres. Donc, c'est facile. Dans le cas de Mars, c'est plus complexe parce que Mars tourne autour du Soleil comme la Terre tourne autour du Soleil. Donc, les planètes se déplacent. Il arrive parfois où Mars et la Terre sont du même côté du Soleil, elles passent relativement proches de nous, alors qu'en d'autres temps, vous avez une planète d'un côté du Soleil et la planète de l'autre côté. Donc, les distances varient. Quand les 2 planètes se trouvent du même côté du Soleil, à ce moment-là, on peut tout simplement soustraire la distance Terre-Soleil de la distance Mars-Soleil. Autrement dit, 228 millions de kilomètres moins 150 millions de kilomètres, on obtient à peu près 78 millions de kilomètres. La distance minimale entre la Terre et Mars peut être de l'ordre de 78 millions de kilomètres. Lorsque les 2 planètes sont de part et d'autre, là, on additionne les 2 chiffres, 228 plus 150, on obtient 378. Donc, la distance Terre-Soleil varie quelque chose comme entre 78 millions de kilomètres et 378 millions de kilomètres. Mais pour compliquer un peu plus les choses, puisque ces planètes ne se déplacent pas sur des orbites circulaires, leur distance avec le Soleil varie quelque peu. C'est ainsi que la distance Terre-Soleil est comprise entre 147 et 152 millions de kilomètres, et dans le cas de Mars, cette distance varie davantage de 207 à 249 millions de kilomètres.
Il découle de ce fait que si ces deux planètes se croisent alors que la Terre se trouve à sa distance maximale au Soleil, soit 152 millions de kilomètres, tandis que Mars en est à sa distance minimale, soit 207, on obtient alors une distance de seulement 55 millions de kilomètres. Même chose dans le cas de Vénus, dont la distance au Soleil varie de 107 à 109 millions de kilomètres. La distance Terre-Vénus peut donc n'être que de 38 millions de kilomètres. Lorsque ces planètes se croisent au plus proche, et jusqu'à 261 millions de kilomètres lorsqu'elles se trouvent de part et d'autre du Soleil. Exactement. Et on noterait aussi que la distance Terre-Vénus est beaucoup plus courte que la distance Mars-Terre. C'est-à-dire que Terre-Vénus, ça peut être de l'ordre de 38 millions de kilomètres, alors que Mars, ça peut être même de l'ordre de 55 millions de kilomètres. On est beaucoup plus proche de Vénus que de Mars. Ce qu'on n'a pas tendance à imaginer, on pense toujours que la planète la plus proche, c'est Mars. Ce n'est pas le cas, c'est Vénus. Fenêtre planétaire. Autre question qui intrigue beaucoup, pourquoi est-ce si long pour parvenir jusqu'à Mars ? Un voyage aller seulement vers notre voisine demande de 6 à 9 mois. N'y aurait-il pas moyen d'aller un peu plus vite ? Ne pourrait-on pas, par exemple, s'envoler lorsque la Terre et Mars passent très proches l'une de l'autre ? Et ainsi, on pourrait raccourcir la durée du voyage, Claude ? Bien, effectivement, sauf qu'aller à Mars, c'est pas comme aller à Paris en partant de Montréal. On ne peut pas jouer avec les vitesses comme on penserait le faire tout simplement. Est-ce qu'on voyage de Montréal à Paris en Concorde ou en 747 ou en Cessna? En fait, la situation, pour prendre un cas bien simple, on va imaginer d'abord un voyage Terre-Lune. Lorsqu'on s'envole vers la Lune, il ne faut pas viser la Lune où elle se trouve au moment de notre départ, mais plutôt au moment où elle va être lorsqu'on va arriver au niveau de son orbite. Dans le cas de la Lune, il faut savoir que la Lune circule autour de la Terre à une vitesse moyenne de 3700 km à l'heure. Et ça prend généralement à peu près 60 heures pour se rendre à la Lune. Fait qu'entre-temps, la Lune va avoir parcouru plus de 200 000 km sur sa trajectoire. Il faut donc viser la planète ou l'astre là où il se trouve au moment de notre arrivée. Et en fait, la situation est encore plus complexe puisqu'en réalité, la distance Terre-Lune varie de 357 à 406 000 km, alors que la vitesse orbitale de la Lune varie également de 3580 à 3790 km par heure au cours du mois qu'elle prend pour effectuer une orbite autour de la Terre. C'est dire que chaque fois qu'on envisage de se rendre à la Lune, il faut faire de savants calculs. Ça ne se fait pas comme ça, j'imagine. Exactement. Dans le cas de Mars, c'est beaucoup plus compliqué d'aller à la Lune parce que là, vous avez deux astres, la Terre et la Lune, qui tournent autour du Soleil. Fait qu'on ne peut pas partir vers Mars quand bon nous semble. Il faut s'organiser pour que les planètes soient alignées au bon moment. On s'envole donc de la Terre en visant Mars, non pas où elle se trouve, mais où elle va se trouver 6 à 9 fois plus tard lorsqu'on va arriver à la trajectoire au niveau de l'orbite terrestre. Donc, pour Mars, il faut partir au moment où les planètes sont alignées. Ça arrive à peu près une fois par 28 mois. Donc, c'est ce qu'on appelle des fenêtres de lancement. Et l'idée qu'on fait actuellement, c'est que quand on lance une sonde depuis la Terre vers Mars, on lui donne une vitesse de départ. Et afin que la sonde arrive, par exemple, 9 mois plus tard au niveau de l'orbite de Mars, exactement où va se trouver vers Mars. Et une fois qu'on a donné sa vitesse de départ, là, la sonde va tout simplement filer sur son aire d'aller, vogue jusqu'à la planète Mars. On utilise parfois des petits moteurs fusées pour faire des corrections de trajectoire, c'est-à-dire qu'on ajuste la vitesse afin d'arriver exactement au bon moment à l'orbite de Mars, alors que la planète va s'y trouver. C'est ce qu'on appelle des corrections de trajectoire, mais on serait plus juste de dire que c'est des corrections de vitesse. C'est la même chose, évidemment, si on lançait des équipages vers la planète Mars. Mais là, c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut non seulement se rendre à Mars, mais il faut revenir à Mars. Or, avec cette trajectoire-là, de la façon dont on fonctionne actuellement, ben, ça prendrait à peu près une quinzaine de mois de vol interplanétaire aller-retour. Plus, une fois que vous êtes à Mars, il faut que vous attendiez que la planète soit bien alignée pour revenir. Donc, vous devez séjourner plusieurs mois aux abords de la planète Mars. C'est pourquoi une mission martienne habitée va nécessairement nécessiter de 2 ans à 2 ans et demi. On ne peut pas y échapper si on vole de la façon dont on le fait aujourd'hui.
Mais n'y aurait-il pas moyen de parvenir plus rapidement à la planète rouge, comme par exemple on l'a vu ces derniers temps dans pas mal d'articles, avoir une propulsion nucléaire pour aller plus vite? En fait, il y aurait possibilité de raccourcir le trajet, mais ça demanderait beaucoup plus d'énergie. Quand on dit énergie, on parle de carburant fusé. Donc, on pourrait accélérer la vitesse au départ pour raccourcir le temps. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que dans la nature, rien ne se perd, rien ne se crée. La vitesse que vous conférez à votre vaisseau au départ, il faut que vous la perdiez au moment où vous arrivez à la planète. Ça veut dire à ce moment-là qu'il faut à la fois accélérer au départ pour raccourcir son trajet et freiner à l'arrivée. Théoriquement, c'est possible. C'est une question, évidemment, d'énergie, puis c'est une question aussi de la masse de votre vaisseau. Par exemple, si on prend une sonde martienne, nos sondes martiennes pèsent environ 1 tonne, ont une masse d'environ 1 tonne ou à peu près. On pourrait théoriquement accélérer, ça ne demanderait pas tant d'énergie, accélérer la sonde au départ, la freiner à l'arrivée, puis au lieu de prendre de 6 à 9 mois, envoyer une sonde en 3 mois. Par contre, comme on envoie un robot, le temps n'est pas vraiment important. Que le robot prenne 3 mois, 6 mois, 9 mois pour arriver à Mars, ce n'est pas vraiment important. Ça serait intéressant, par contre, dans le cas d'un vaisseau habité, parce que si vous raccourcissez le voyage de moitié, par exemple, bien, vous réduisez d'autant les affres des vols de longue durée. Le fait d'envoyer des astronautes dans l'espace pendant 2 ans, 2 ans et demi, ça pose toutes sortes de conséquences. Donc, on pourrait théoriquement raccourcir les vols habités. Le problème qui se pose, c'est que la masse des vaisseaux habités, ce n'est pas de l'ordre d'une tonne ou deux, mais ça va être des dizaines de tonnes, peut-être même une centaine de tonnes ou plus. Vous avez donc une grosse masse à accélérer au départ et une grosse masse à freiner à l'arrivée. Il devient donc vite prohibitif si vous employez, par exemple, du carburant fusé. Ça coûterait énormément de carburant, surtout qu'il ne faut pas oublier que non seulement vous accélérez le vaisseau au départ, mais vous devez aussi accélérer le carburant dont vous avez besoin pour freiner à Mars. Donc, ça devient vite impensable. On peut penser à des technologies du futur comme des moteurs nucléaires ou autres, mais on n'en est vraiment pas là. Autrement dit, on n'a pas les technologies, on ne peut pas imaginer dans un avenir prévisible trouver le moyen de raccourcir les voyages vers Mars. On n'a pas les technologies envisageables. En tout cas, les technologies n'existent pas. Donc, pour l'instant, quand on parle d'envoyer un équipage vers la planète Mars dans les prochaines décennies, bien, c'est nécessairement à la bonne vieille méthode du vaisseau qu'on envoie sur un air d'aller et vogue. Et le vaisseau va arriver à la planète Mars au bout de 6 à 9 mois. Et c'est à peu près incontournable avec nos moyens actuels. Et c'est encore plus vrai donc pour les cas de voyage vers les autres planètes encore plus loin, par exemple Jupiter et ses lunes. Certaines pourraient éventuellement héberger une vie marine, ou encore à Saturne et ses anneaux. Donc c'est pourquoi, contrairement à ce qu'on imaginait dans les années 1950, de valeureux aventuriers ne sillonnent pas de nos jours le système solaire à la Star Trek. Et on imaginait à cette époque l'exploration du système solaire à la manière de celle des mers du globe au XVIe et XVIIe siècle, mais en réalité, à l'heure actuelle, on ne peut raisonnablement envisager des expéditions humaines d'une planète à l'autre. On en est encore loin. Et même, à mon avis, je pense que ça arrivera, je vais mettre des guillemets, jamais. C'est-à-dire qu'il va toujours être beaucoup plus efficace et moins coûteux d'envoyer des robots, d'envoyer des sondes vers les planètes. D'autant plus que ces robots-là, on n'a pas besoin de les rapporter sur Terre, on les laisse sur place une fois rendus. C'est d'autant plus vrai, je pense, qu'on peut imaginer les progrès technologiques qui s'en viennent dans les prochaines années, prochaines décennies, d'ici l'an 2100. Ça va être quoi les progrès? On est à l'aube de l'intelligence artificielle. Ça va être tellement plus efficace d'envoyer des robots qui vont devenir de plus en plus, entre guillemets, intelligents, que je ne pense pas que dans un avenir envisageable, on va envoyer des équipages. Ça ne sert à rien, ce serait totalement inutile. En fait, on pourrait peut-être envisager aller sur Vénus, parce que Vénus est beaucoup plus proche. En fait, je dirais aller en orbite autour de Vénus, parce que Vénus est beaucoup plus proche. Sauf que Vénus, en même temps, est beaucoup moins intéressante que Mars. Donc, je ne pense pas qu'on va voir, ma prédiction personnelle, d'ici l'an 2100, des voyages habités interplanétaires. C'est inefficace et c'est coûteux pour rien. Problème de communication. On a parlé plutôt vitesse de la lumière et distance entre la Terre, la Lune et les planètes.
Voilà qui pose également donc la question des communications. On sait que les ondes radio se propagent à la vitesse de la lumière, à savoir 300 km/s. Pourtant, à cette vitesse de propagation, les communications entre la Terre et les vaisseaux interplanétaires deviennent vite problématiques. Pourquoi ça ? En fait, je dirais que parce que les distances, au sein du système solaire, deviennent vite astronomiques. On va prendre l'exemple de la Lune. La Lune se trouve en moyenne à 385 000 km de nous. Lorsqu'on envoie un signal vers la Lune, ça prend un peu plus qu'une seconde. Et si ce signal-là nous revient, ça prend à peu près 2 secondes et demie. C'est pour ça que quand vous écoutez les conversations des astronautes d'Apollo qui étaient sur la Lune, il y a un petit décalage d'à peu près 2 secondes et demie. Dans les conversations, il y a des petits silences. C'est le temps que met les ondes radio à faire l'aller-retour Terre-Lune. Dans le cas de Mars, dépendamment de la distance, une communication radio dans un sens va demander entre 4 et 20 minutes. Si donc vous voulez faire une conversation, comme Florent et moi on fait en ce moment-là, ça prendrait quelque part entre 8 et 20 et 40 minutes pour avoir, je dis à Florent bonjour, et quelques minutes plus tard, il me répond bonjour. Vous comprenez assez rapidement que quand vous avez un délai de 2 minutes, on ne peut pas converser. Donc si je déménage sur Mars, il faudra arrêter les balados, alors, si j'ai bien compris. Exactement. Et je ne te souhaite pas d'aller sur Mars, il fait très froid. Et donc si on imagine une conversation va devenir très vite difficile, même impossible, lorsqu'il commence à y avoir un délai qui dépasse 10 secondes peut-être. Donc c'est dire que juste quelques jours après qu'un vaisseau interplanétaire ait quitté la Terre, l'équipage ne sera plus en mesure de converser correctement avec nous. Il va ressentir l'isolation et cela peut-être pour des années. Bien sûr, il sera toujours en contact radio comme le sont nos sondes, même les plus éloignées. Et on pense d'ailleurs à Voyager, les sondes Voyager qui sont quasiment à 24 heures-lumière. Oui, c'est ça. Exactement. Mais donc, les échanges ne se feront que dans un sens à la fois. Exactement. En fait, concrètement, là, si un jour on voyait des humains marcher sur la planète Mars, on ne les verra pas en direct. On va les voir en différé parce que l'événement va s'être passé plusieurs minutes, peut-être même plusieurs dizaines de minutes plus tôt que ce que nous, on voit. Et surtout, là, on n'aura pas d'échange radio comme ce fut le cas lors des missions Apollo. On ne pourra pas converser en direct. L'équipage va nous envoyer son rapport d'exploration de la planète Mars qu'on va recevoir des minutes ou des dizaines de minutes plus tard. Mais ça ne sera pas comme aussi vivant que ça l'était pour les missions Apollo. Donc, on ne peut pas imaginer, si un jour il y avait des colons sur Mars, qu'on va avoir des conversations radio comme on l'a avec les astronautes qui sont à bord de la station spatiale ou qui sont sur la Lune, ou ce qu'on fait actuellement, Florent et moi. Il faut savoir que Florent est en France, moi je suis au Québec. Il n'y a pas de délai, mais dans le cas de Mars, il va y avoir un délai qui rend impossible toute conversation directe. Oui, c'est troublant ça, d'imaginer ça quand même, que si à l'avenir il y a des humains sur Mars, en fait, on ne les verra, mais qu'après. On ne les verra jamais. C'est ça. Alors que c'est le même phénomène sur la Lune, finalement, mais on ne s'en rend pas compte encore. C'est ça, exactement. Et ça pose tout le problème. Hein? Les gens qui sont actuellement à bord de la Station spatiale internationale, tous les jours, ils échangent avec leur famille, leurs amis. Il y a des gens qui racontent ils sont sur Terre en train de manger, ils reçoivent un téléphone de leur ami ou collègue qui est dans la Station spatiale internationale. Et cet échange-là, en direct, est très, très important pour le moral des astronautes. Du moment que vous vous éloignez de quelques jours de la Terre, en route vers Mars, vous n'avez plus ce genre d'échange-là. Ça fait dire que pour les astronautes qui songent à aller vers Mars, ils vont être littéralement coupés des échanges, des conversations qu'ils ont avec leurs proches. Ils vont être littéralement coupés de ce genre d'échange-là pendant des années. C'est une barrière psychologique extraordinairement importante. Question de temps. Il est amusant de songer que nos ancêtres ont défini nos principales unités de temps, soit le jour, la semaine, le mois et l'année, en fonction de notions astronomiques dont ils n'avaient pourtant pas idée. Alors, comment on explique ça, Claude ? C'est effectivement amusant parce que pour eux, le jour, c'était la période entre deux levées de soleil, si je peux dire. Donc, d'un matin à l'autre, c'était un nouveau jour. Et à l'époque, pendant très longtemps, ils n'imaginaient pas qu'à chaque matin, le soleil se levait. Ils pensaient qu'à chaque matin, il y avait un nouvel astre, un nouveau luminaire qui apparaissait dans le ciel.
qui mourait le soir. Donc, à chaque jour, un nouvel luminaire apparaissait. Pour eux, là, il était impensable d'imaginer que le luminaire, ce qu'on appelle le soleil, pouvait peut-être passer en dessous de la Terre durant la nuit pour nous revenir de l'autre côté. Pour eux, c'était un nouvel astre. Pour eux, là, c'était même impensable d'imaginer qu'on habite sur une planète, sur un astre, et que, en réalité, le Soleil fait le tour de cet astre-là. Il a fallu attendre Copernic en 1509 pour que Copernic nous dise c'est la Terre qui tourne sur elle-même et non pas le Soleil autour de la Terre. Et ça a fait l'objet d'ailleurs d'un balado que je vous invite à écouter parce que je pense qu'il est très intéressant. C'est le balado 123 qui s'appelle La science en marche, le premier épisode, où là on raconte que ça fait juste 500 ans qu'on a pris connaissance que la Terre tourne sur elle-même et c'est ce qui génère le jour. C'est ainsi qu'en astronomie, la durée du jour est définie comme étant la période de rotation d'un astre sur lui-même. Dans le cas de la Terre, celle-ci prend donc 24 heures et dans le cas de Mars, le jour dure 24 heures et 27 minutes. Dans le cas de Vénus, cependant, le jour correspond à 243 jours terrestres. Et dans le cas de la Lune, 28 jours. Et dans le cas de Jupiter, c'est 9h55, donc elle tourne très vite Jupiter. Et c'est la même chose pour l'année, j'imagine, nos ancêtres ignoraient qu'il s'agissait aussi là d'un concept astronomique. Exactement. En fait, ce qu'eux avaient constaté, c'est qu'au bout d'à peu près 365 jours, il y a comme le nouveau cycle de la vie qui apparaît. Entre autres, les récoltes redeviennent possibles. Donc, ils constataient un cycle qui s'étend sur 365 jours sans avoir aucune idée de ce qui se passe. Nous savons que ce qui se passe durant ces 365 jours, c'est le fait que la Terre accomplit une révolution autour du Soleil. Mais encore là, c'est un concept très récent. Il faut remonter à Copernic, il y a 500 ans à peine, pour comprendre que l'année, le cycle des saisons, est dû au fait que c'est la Terre qui fait le tour du Soleil et non pas autre phénomène magique. Donc, c'est un concept très récent. Nos ancêtres le constataient, mais ne savaient pas pourquoi. L'année sur une planète se définit donc par le temps qu'elle met à accomplir une révolution autour du Soleil, à compléter son orbite. Et dans le cas de Mars, l'année équivaut à 687 jours terrestres, et dans le cas de Vénus, à 225 jours. Pour Jupiter, c'est 12 ans. En fait, ça, c'est amusant parce que si vous regardez sur Wikipédia, c'est les chiffres que vous trouvez, mais ça, c'est en termes de jours et d'années terrestres. Si on était sur Mars, la journée dure 37 minutes de plus que sur Terre. La planète tourne sur elle-même un peu plus lentement que la Terre. En termes martiens, l'année martienne ne dure pas 687 jours, mais plutôt 670 jours martiens. Dans le cas de Vénus, c'est encore plus amusant. Parce que le jour vénusien, qui dure 243 jours terrestres, est plus long que l'année vénusienne, qui dure l'équivalent de 228 jours terrestres. C'est-à-dire qu'une année vénusienne équivaut à 9/10 de jours vénusiens. Dans le cas de Jupiter, qui fait un tour sur elle-même à peu près en 10 heures, durant une année jovienne, le temps de faire le tour du Soleil, il s'écoule à peu près 10 000 jours sur Jupiter. Mais ça, c'est en termes de jours joviens. Donc, on est très égocentrique sur Terre, on voit tout en termes de jours terrestres, mais si on était sur les autres planètes, on verrait les choses différemment. Oui, j'imagine surtout la tronche des calendriers sur Jupiter, avec 10 000 jours. C'est exactement. Alors que celui de Vénus, c'est beaucoup plus simple. Exactement. En fait, sur Vénus, la journée est plus longue que l'année. C'est ça. Ça ferait un drôle de calendrier. Et donc, même les concepts aussi de semaines et de mois sont basés sur des cycles astronomiques, c'est ça? Exactement. En fait, le concept de mois nous vient des phases de la Lune, nous vient que sur un cycle de 28 jours, on voit les différentes phases de la Lune. Donc, nos ancêtres ont imaginé le concept de mois, les phases de la Lune. Maintenant, il y a un détail très amusant. Si vous prenez 28 jours, que vous multipliez par 13, vous arrivez à 364 jours. C'est-à-dire que normalement, on devrait avoir une année de 13 mois de 364 jours. On rajouterait une dernière journée pour compléter l'année, mais on devrait avoir des calendriers de 13 jours, de 13 mois, ça serait beaucoup plus simple. Oui, donc ce serait plus pratique d'avoir 13 mois et non pas 12. Alors pourquoi on en a 12?
C'est une bonne question. Hein? On peut penser que c'est un peu notre crainte mythologique du chiffre 13. On était mal à l'aise avec le fait qu'il pourrait y avoir 13 mois dans une année. Soit dit en passant, j'ouvre une parenthèse pour l'astrologie. Il devrait y avoir aussi 13 constellations et non pas 12 dans le zodiaque. Pourquoi c'est comme ça? J'aurais tendance à dire, un peu caricaturalement, que pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? En fait, les humains aiment ça compliquer les choses. Hein? Un exemple de ça, pourquoi nos guerres pour régler des conflits alors qu'on pourrait s'asseoir et négocier? En fait, l'idée qu'il pourrait y avoir, qu'il y a plutôt 12 mois, il y a toutes sortes de raisons historiques, il y a toutes sortes il y a des jeux de politique qui ont joué là-dedans pour en faire en sorte qu'on n'ait pas une année de 13 mois de 28 jours, mais plutôt de 30-31 jours, mais ça pourrait être tellement plus simple. Remarquez bien une chose, hein? Si on avait des calendriers de 13 mois de 28 jours, des semaines de 7 jours, donc 4 semaines par mois, on n'aurait pas besoin de calendrier. Ouais. On s'achèterait à terre toute l'industrie du calendrier parce que l'année serait un cycle très facile à suivre. Imaginez, là, on a 13 mois de 28 jours, on rajoute un 365e jour qui est le jour de l'an, disons-le comme ça, qui ne fait pas partie du calendrier, et après ça, tout recommence tout à fait pareil. La vie serait tellement plus simple. Alors, soit dit en passant, je ne sais pas pour 2025, mais en fait, on peut recycler quand même ces calendriers. Si on les garde sur 30 ou 40 ans, on peut les recycler. Ça tombe pas forcément très juste, mais c'est possible. C'est ça, excellent. Ben, il existe sur Internet des calendriers perpétuels là, où vous avez le calendrier A correspond à telle année, le calendrier B, telle année, effectivement. Et qu'en est-il de la semaine de 7 jours? Là aussi, ce serait intéressant d'avoir un calendrier de 13 mois à 28 jours et 4 semaines de 7 jours. Exactement. En fait, ce qui est amusant, c'est que la semaine de 7 jours est due à une certaine méconnaissance astronomique de nos ancêtres. Et je dirais, tant mieux pour nous. En fait, la semaine de 7 jours vient de ce que, dans l'Antiquité, les ancêtres, les gens connaissaient 7 astres lumineux dans le ciel. C'est-à-dire le Soleil, la Lune, Mars, Mercure, Jupiter, Saturne et Vénus. C'est les 7 jours de la semaine. Autrement dit, ils ne connaissaient pas les autres planètes parce qu'on aurait pu avoir des semaines de 9-10 jours. Maintenant, nos ancêtres ne faisaient pas la différence entre le Soleil, qui est une étoile, la Lune, qui est un satellite naturel, et les planètes. Pour eux, il y avait 7 luminaires dans le ciel sans savoir la différence des uns des autres. Et donc, justement, qu'est-ce qui détermine qu'un astre dit une étoile, une planète ou bien un satellite naturel? C'est une bonne question qu'on m'a souvent posée. Le Soleil, c'est une étoile. Une étoile, c'est un astre qui dégage des radiations, qui dégage de la chaleur, de la lumière et autres radiations. C'est un astre lumineux. Une planète, c'est un astre qui dégage peu ou pas de radiation. C'est surtout un astre qui gravite autour d'une étoile. Et cette planète-là reflète la lumière de l'étoile, c'est pour ça qu'on la voit. Un satellite naturel, c'est aussi un astre qui émet peu ou pas de radiation, enfin pas de radiation, comme les planètes, mais un satellite naturel ou Lune, c'est un astre qui gravite autour d'une planète. Donc, c'est strictement une question de est-ce que l'astre émet ou non de l'énergie étoile ou planète, et est-ce qu'il gravite autour d'une étoile ou autour d'une planète, donc c'est une planète ou un satellite naturel. C'est pourquoi on dit qu'il y a 8 planètes principales autour du Soleil, en plus de centaines de milliers d'autres, dont des planètes naines, les astéroïdes, les comètes, entre autres. On pourrait ajouter aussi que dans notre système solaire, on trouve à peu près 300 satellites naturels, 300 lunes. Mercure et Vénus n'en ont pas, la Terre en a une, la Lune, Mars en a 2, Jupiter en a 95, Saturne en a 146 au moins, parce qu'on en découvre régulièrement, Uranus 28, Neptune 14 et Pluton 5. Notons que dans le cas des 3 dernières planètes, là, Uranus, Neptune et Pluton, il y a seulement une sonde qui a passé très brièvement près de ces planètes-là. Dans le cas d'Uranus-Neptune, c'est Voyageur 1. Dans le cas de Pluton, c'est New Horizon. On les connaît encore très peu. Il y a encore beaucoup de choses à découvrir. Donc, il y a probablement davantage de lunes que ce qu'on connaît. Mais en tout, il existe à peu près 300 lunes dans notre système solaire. Et nous avons une belle lune, notre lune qui illumine notre ciel.
Oui, on peut remarquer que donc, sur les planètes qui sont proches du Soleil, il y a très peu de lunes. Il y a certainement le Soleil qui doit les attirer vers lui. Et qu'au-delà de Jupiter, on retrouve énormément de lunes, sauf pour... au fur et à mesure qu'on s'éloigne du Soleil, on va trouver de moins en moins de lunes, tout simplement parce qu'elles sont difficiles à détecter. Exactement. Il y a probablement aussi, ce sont des plus petits astres, il n'y a probablement pas autant de lunes qu'autour de Jupiter et Saturne. C'est ça. Mais il y en a encore probablement plusieurs à découvrir. Mais ce sont probablement des petits astres de l'ordre de quelques kilomètres, quelques dizaines de kilomètres. On connaît les principales lunes de ces planètes-là. Mais j'insiste encore pour dire que dans le cas de Uranus, Neptune et Pluton, on a encore tout à découvrir. Un jour, on enverra des sondes se placer en orbite, on va découvrir quantité de choses. On a l'impression à l'heure actuelle de connaître pas mal ces planètes-là, mais tout reste à découvrir. Et il y a aussi les exoplanètes. On peut le rappeler peut-être, quelle est la différence entre une planète et une exoplanète? Exactement. Une exoplanète, pour faire une définition très très simple, c'est une planète qui gravite autour d'une autre étoile que le Soleil. C'est la différence fondamentale. On dit parfois, quand on parle de planètes qui gravitent autour d'autres étoiles, on va parler parfois de planètes gravitant autour de ces étoiles-là. On devrait plutôt dire exoplanètes, mais ce n'est pas très grave. Par contre, on ne peut pas dire que dans notre système solaire, il y a des exoplanètes. Ça, c'est vraiment une erreur. Dans notre système solaire, c'est nécessairement des planètes. Les exoplanètes, ce sont des planètes qui gravitent autour des autres étoiles. Et les astronomes, avec toutes ces nouvelles découvertes, définissent les planètes et les exoplanètes de manière différente. Alors, pourquoi faire la distinction? Exactement. En fait, les astronomes sont pris avec un problème. C'est-à-dire qu'ils découvrent tellement d'astres bizarres autour des autres étoiles qui ont certaines difficultés à définir qu'est-ce qu'une planète, où s'arrête une planète, où commence une proto-étoile, etc. Donc, ils ont tendance à apporter des définitions beaucoup plus complexes que les définitions qu'on a de planètes dans le système solaire. Maintenant, c'est des nuances assez complexes qui ne sont pas vraiment pertinentes pour nous. Fait qu'il faut juste savoir que la définition de planète et d'exoplanète est légèrement différente. Ce n'est pas simplement un astre qui tourne autour d'autres étoiles. Il y a d'autres considérations à prendre en compte, mais ce n'est pas très pertinent pour nous. Et alors, on a vu ce qu'était un jour, une année, un mois, une semaine, mais pour nos heures, alors est-ce que c'est pareil aussi? Pourquoi nous avons 24 heures, par exemple? Exactement. Là, il faut savoir que ce n'est pas un concept astronomique, mais c'est un concept arbitraire. En fait, la notion d'heure vient de l'Antiquité, toujours de l'Antiquité, dans la région de la Méditerranée et de la Mésopotamie. À l'époque, dans cette région-là, le jour et la nuit sont à peu près égales, ce qui n'est pas le cas dans nos régions nordiques où, à ce temps-ci de l'année, les nuits sont beaucoup plus longues que le jour. En Méditerranée, c'est à peu près toujours la même longueur. Ce qui fait que nos anciens ont divisé le jour et la nuit en 2 portions et ils ont divisé ces jours-là en 12 heures parce qu'ils comptaient sur leurs doigts. Alors, est-ce que ça veut dire qu'ils avaient 12 doigts, Claude? Il y a quelque chose qui ne va pas là. Exactement. Non, il y avait 10 doigts comme nous. Le hic, c'est qu'eux, ils comptaient sur leurs doigts de façon différente de nous. Ils comptaient, en réalité, ils se servaient de leurs pouces pour compter sur leurs phalanges. Vos doigts, vos 4 grands doigts, ils ont chacun 3 phalanges, ça fait 12. Et avec le pouce, ils comptent sur leurs doigts, mais sur leurs phalanges. D'où l'idée que les anciens avaient un système mathématique, arithmétique en base 12, alors que nous, on a en base 10. Nous, c'est de 1 à 10, nos chiffres. Eux, c'était de 1 à 12, parce qu'ils comptaient sur les phalanges de leurs doigts. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont divisé le jour, la période diurne, en 12 heures, comptant sur leurs doigts, et la nuit en 12 heures. D'où l'idée qu'aujourd'hui encore, on parle des 12 heures de l'avant-midi et des 12 heures de l'après-midi, plutôt que de dire de 0 jusqu'à 24. En fait, on l'emploie des fois, on va dire il est 20 heures ce soir, mais on a plus tendance à dire qu'il est 8 heures l'après-midi ou 6 heures du matin. Ça vient des ancêtres qui comptaient sur leurs doigts en base 12. Alors, est-ce qu'on peut imaginer que du fait qu'ils comptaient en base 12, que nos ancêtres ont été donc peut-être perturbés par une année avec 13 mois et justement, ils l'ont ramené aussi à 12? Effectivement, la question se pose. Je n'ai pas trouvé la réponse. Est-ce que c'est vraiment pour ça que, comme ils avaient un système en base 12, qui est soit dit en passant un système arithmétique beaucoup plus efficace qu'un système en base 10, mais ça, c'est une autre histoire, peut-être qu'effectivement, ils ont voulu ramener l'année sur une période de 12 plus facile à compter.
Peut-être que ça vient aussi de là un peu les origines de la malédiction du chiffre 13 qui vient un peu bousculer notre système en base 12. Donc, c'est peut-être une des raisons pourquoi on a 12 mois dans l'année, alors qu'il serait beaucoup plus efficace et beaucoup plus simple d'avoir 13 mois. D'ailleurs, si je peux faire un petit reproche à mes amis français, quand vous avez mis au point le système métrique il y a 200 ans, vous auriez peut-être pu aussi inventer les mois de 28 jours, les années de 13 mois, comme vous avez inventé le système métrique. Ça aurait été beaucoup plus simple, mais ça ne s'est pas imposé, malheureusement. Oui, non, mais le calendrier a résisté à la révolution. Exactement. Et plus récemment, les astronomes ont créé 2 nouvelles unités de mesure, l'unité astronomique et l'année-lumière. Alors déjà, de quoi s'agit-il et surtout, à quoi ça sert? L'unité astronomique, c'est en quelque sorte le mètre pour l'équivalent du mètre en astronomie. C'est par définition la distance moyenne Terre-Soleil, donc 150 millions de kilomètres. Une unité astronomique égale 150 millions de kilomètres. C'est l'unité astronomique qu'on utilise quand on se promène dans le système solaire. Par exemple, évidemment, par définition, la distance Terre-Soleil, c'est une unité astronomique. On va dire aussi que la distance moyenne de Pluton, au lieu de dire que Pluton se trouve en moyenne à 60 millions de kilomètres de la Terre, on va dire qu'elle se trouve plutôt à 40 unités astronomiques. C'est donc plus simple d'utiliser l'unité astronomique que des millions de kilomètres quand on se promène dans le système solaire. Mais en revanche, dès qu'on sort du système solaire, là, les 2 distances deviennent si grandes que même l'unité astronomique n'a plus guère de sens. C'est pour ça qu'on a créé l'année-lumière, c'est ça? Exactement. Et l'année-lumière, on pourrait dire que c'est un peu l'équivalent du kilomètre en termes astronomiques. Une année-lumière, c'est la distance que franchit un photon à la vitesse de 300 000 km à la seconde durant une année. Une année-lumière, ça équivaut à 10 000 milliards de kilomètres. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Ou si vous préférez, c'est l'équivalent de 66 666 unités astronomiques. Ça fait beaucoup de 6, là. Ceux qui croient aux chiffres sataniques vont réagir. C'est ça. Ce qu'il faut retenir, c'est que la plupart des étoiles qu'on voit dans le ciel lorsque vous regardez le firmament se trouvent à quelques années-lumière de nous, ou plutôt à quelques dizaines d'années-lumière de nous. Ça vous donne une idée les étoiles qu'on voit sont à quelques dizaines d'années-lumière de nous, pour faire simple. Notre galaxie mesure environ 100 000 années-lumière de diamètre, alors que les autres galaxies sont à des millions, voire à des milliards d'années-lumière de nous. C'est donc dire que cette unité-là, l'année-lumière, qui est une grosse unité, 10 000 milliards de kilomètres, même à l'échelle de l'univers, c'est une petite unité. Je parlais tantôt, l'unité astronomique, c'est l'équivalent du mètre en astronomie. L'année-lumière, c'est l'équivalent du kilomètre. Il faudrait peut-être inventer une autre unité pour éviter de jouer avec des millions et des milliards d'années-lumière qui sont des chiffres qui dépassent notre entendement. Mais j'allais te le proposer. Je pense que je vais demander est-ce qu'un milliard d'années-lumière soit un Lafleur. Qu'en penses-tu? Je suis d'accord, je vote pour. Bon, on va demander. Communiquer avec l'Union astronomique pour leur proposer. C'est ça. Nos rêves de Mars. Pour terminer, on se pose beaucoup de questions à propos de la planète Mars, notamment lors de son discours inaugural le 20 janvier dernier. Donald Trump a mentionné que les Américains allaient déployer le drapeau des États-Unis sur la planète rouge. On sait aussi qu'Elon Musk rêve de coloniser cette planète depuis longtemps, donc que penser de tout cela? Disons que dès son discours inaugural, le nouveau président Trump, malheureusement, a surpris un peu tout le monde. De quoi il parlait au juste de dire les Américains vont déposer une bannière sur le sol lunaire? Les observateurs se demandent de quoi il parle au juste. Est-ce qu'il imagine que bientôt, d'ici quelques années, il y a des Américains qui vont fouler le sol lunaire? Est-ce que ça remet en question le programme Artemis, là, de retour sur la Lune d'ici quelques années? On peut d'ailleurs rappeler que c'est Trump lui-même, lors de son premier mandat, qui a lancé le programme Artemis, qui a lancé l'objectif d'aller sur la Lune d'ici 2024. On est en 2025. Donc, est-ce que son annonce, ou il a juste simplement dit ça dans son discours, est-ce que son annonce remet en cause le
le projet Artemis? Est-ce que la NASA va devoir réorganiser son programme pour non plus viser la Lune, mais plutôt Mars? En fait, je vous dirais qu'à l'heure où j'enregistre ce balado-là, personne ne comprend à quoi a fait allusion Trump. Est-ce qu'on va changer les objectifs ou pas? Ça reste à suivre. Et puis, il faut qu'il ait assez d'argent, parce qu'il s'il rachète déjà le Canada et le Groenland, il ne va pas rester beaucoup. Exactement, malheureusement pour nous. Et on sait aussi que Mars, c'est le grand rêve d'Elon Musk. Celui-ci a d'ailleurs créé SpaceX en 2003 afin justement de conquérir cette planète. Il me semble me souvenir aussi qu'il avait voulu même racheter des missiles soviétiques, ex-soviétiques pour y parvenir. Enfin, c'est une autre histoire. Et il rêve d'y établir une colonie d'1 million de personnes. Et comme on a pu le voir, Musk est très proche de Trump. Il a participé activement à la campagne. Alors, de quoi penser là aussi? Exactement. Ça aussi, on se pose des questions parce que si je reviens au programme Artemis, la compagnie SpaceX détient d'importants contrats, de juteux contrats pour ce programme-là, dont la construction du vaisseau lunaire qui va permettre de se poser sur la Lune. Est-ce que Musk est prêt à ce qu'on mette de côté le programme Artemis, qu'on abandonne le programme Artemis, donc perdre certains contrats, au profit peut-être d'obtenir des contrats encore plus juteux pour aller sur Mars? Mais ça, c'est loin d'être acquis. Fait que, est-ce que Musk est prêt à prendre le risque? Ça reste encore là une grande énigme pour tous les observateurs du spatial. Et depuis les années 1950-60, on rêve d'envoyer des hommes sur Mars, et ce, dans les décennies à venir. Mais pourquoi est-ce si long? C'est une bonne question. En fait, ça a fait l'objet d'un balado, le balado 73, Mars et la Lune. Pourquoi est-ce si long? La réponse courte, pourquoi on n'est pas rendu sur Mars, c'est que c'est beaucoup, beaucoup plus difficile et complexe que d'aller sur la Lune. En fait, on peut rappeler qu'on vise de retourner sur la Lune depuis maintenant plus de 20 ans. En fait, c'est en janvier 2004 que le président Bush fils a lancé l'idée de retourner sur la Lune avant l'année 2020. On n'y est toujours parvenu, on est rendu en 2025. Ça fait donc plus que 20 ans qu'on y travaille. Si ça a pris 20 ans pour retourner sur la Lune, 20 ans et plus, imaginez ce que ce serait que de retourner d'aller sur la planète Mars. C'est beaucoup plus complexe. En fait, chose certaine, si Trump rêve de voir des Américains planter une bannière durant sa présidence au cours des 4 prochaines années, c'est sûr que ça ne se réalisera pas. Et quant à Musk et son rêve d'implanter une colonie d'1 million de personnes sur Mars, est-ce réaliste? Absolument pas. En fait, les mathématiques montrent simplement, clairement, que vouloir coloniser Mars, vouloir envoyer, disons, 1 million de personnes sur Mars, ça va prendre au moins un siècle ou plus. C'est une entreprise magistrale et ce n'est pas une entreprise réalisable en quelques années ou en quelques décennies, comme pourrait le laisser penser Musk. En plus, ce qui est important de savoir, puis là, je vais peut-être décevoir certains de nos auditeurs et auditrices, mais actuellement, là, en 2025, on ne possède vraiment pas la technologie pour envoyer des humains sur la planète Mars. Envoyer des robots, c'est autre chose, parce que les robots, vous pouvez les construire suffisamment solides pour résister à un atterrissage sur Mars. Vous allez rien qu'à voir les films que la NASA nous montre de l'atterrissage des sondes martiennes. C'est extrêmement exigeant. Aucun humain ne pourrait supporter ce genre d'atterrissage-là. On n'a pas les techniques. Et quand je dis qu'on n'a pas les techniques, on ne les aura pas dans 2 ans ou dans 3 ans ou dans 5 ans. Là. Je ne sais pas le jour où on va l'avoir, les techniques, mais ce n'est pas quelque chose d'imminent. En fait, une dernière question qui se pose. Si Musk réalisait son projet d'envoyer des colons sur Mars, qui va défrayer la facture? Et là, je pense qu'on parle d'un projet qu'on peut facilement évaluer à des centaines de milliards de dollars, sinon même à des milliards de dollars. Là. Ça serait un projet extraordinairement coûteux. Donc, qui va payer pour le projet dont rêve Musk? Est-ce que c'est Musk lui-même? Est-ce que c'est les colons qui voudraient aller sur Mars qui vont devoir défailler le but du billet? Est-ce que c'est les gouvernements, c'est-à-dire les gouvernements, c'est vous et moi, c'est nous les contribuables? Est-ce qu'on va dépenser des sommes d'argent astronomiques pour envoyer des colons sur Mars? Qui d'autre pourrait vouloir dépenser des sommes colossales pour envoyer des colons sur Mars? Autrement dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à défrayer ça? Mon hypothèse, c'est que non, personne ne voudra défrayer des coûts aussi astronomiques.
on a besoin d'argent pour faire tout à fait autre chose ici sur Terre. Oui, justement, devant la crise climatique qui bouleverse déjà notre planète, certains craignent que la Terre ne devienne vraiment inhabitable. Alors Musk nous propose que pour sauver l'humanité, il nous faut nous installer sur une autre planète. Et là encore, est-ce que c'est réaliste? En fait, selon à peu près tous les experts à qui vous pouvez parler, ils vont vous dire qu'il serait nettement plus facile de rétablir le climat terrestre, même si c'est une tâche dantesque, ce serait nettement plus facile que d'aller sur Mars. En fait, pour dire les choses bien simplement, on devrait plutôt tenter de sauver la Terre que de se sauver de la Terre. Ce serait beaucoup plus pratique et beaucoup plus économique et beaucoup plus réalisable que l'idée de dire un jour la planète va être détruite, on va aller s'installer ailleurs. Ça, c'est impensable. C'est de la folie pure comme idée. Donc en résumé, Claude, le projet de déployer la bannière américaine sur Mars dans un avenir proche est tout aussi absurde que d'envisager de coloniser Mars, ou plus invraisemblable encore, de sauver l'humanité en allant s'installer sur la planète rouge. Exactement, tout à fait. En fait, ce qu'a proposé Trump et ce que veut faire Musk, ça fait juste engendrer de la confusion. J'ajouterais, quand on regarde l'actualité, si vous la suivez comme moi, la confusion, c'est le fonds de commerce de Donald Trump. C'est de générer de la confusion. Fait que quand il a parlé les Américains pourraient planter un drapeau américain sur Mars, il a simplement généré de la confusion, rien de plus. Du buzz, comme on dit. Exactement. Conclusion. Petit mystère à résoudre. En terminant, Claude, tu désires faire appel à nos auditeurs et à nos auditrices pour possiblement résoudre un mystère. Le mystère d'Apollo 11, dis-tu alors, mais c'est quoi ce mystère? En fait, on met le mot mystère entre gros guillemets. Entre gros guillemets. C'est une petite question qui m'intrigue depuis longtemps, puis je vais vous la poser. Peut-être que vous allez pouvoir m'aider. Dans les balados Voyage dans l'espace, il arrive de temps en temps qu'on publie un balado en 2-3 épisodes. Je pourrais penser au balado de voyageurs, je pourrais penser, donc il y a 3 épisodes, il y a des balados, la science en marche, il y a 2 épisodes. Plus récemment, le balado d'Apollo 11, où il y a en 5 épisodes, un balado qui a connu beaucoup, beaucoup de succès. Par contre, je constate généralement un phénomène qui m'a toujours un peu surpris. Généralement, quand je fais un balado en 2-3 épisodes ou plus, le 2e épisode est moins écouté que le premier, le 3e épisode est moins écouté que le 2e, etc. Et la question que je me pose, et c'est justement juste pour mon plaisir personnel, pourquoi il y en est comme ça? Et précisons donc que le premier épisode de la grande aventure d'Apollo 11 a été écouté 6200 fois, le 2e épisode 5400, le 3e épisode 4300, donc ça descend petit à petit, le 4e épisode 3900, mais le 5e 4500. Alors là, c'est ça qui t'intrigue, Claude. Encore plus, parce qu'effectivement, comment se fait-il que le 5e épisode a été plus écouté que le 4e? En fait, là, quand on regarde la série d'Apollo 11, pour laquelle Florent a fait un travail absolument remarquable, à mon avis, les épisodes 2, 3 et 4 sont les plus intéressants de la série. Or, ils ont moins été écoutés que l'épisode 1 et 5. Ma question, c'est pourquoi? C'est pas grave si je n'obtiens pas la réponse, mais je fais simplement appel à vous en me disant, est-ce que vous avez des hypothèses? Est-ce qu'il y a des explications comme pourquoi les épisodes sont généralement moins écoutés plus on avance dans un balado? Là, actuellement, on a commencé une nouvelle série sur la conquête de l'espace. Bon, il y a eu 2 épisodes qui ont été diffusés, 2 ou 3 épisodes qui ont été diffusés au moment où je vous parle. Qu'est-ce qui va arriver? Je vais vous surveiller, je vais voir. Et j'aimerais bien savoir si vous avez, peut-être que personne n'a la réponse, là, mais si vous avez des hypothèses à me soumettre, je serais intéressé d'en prendre connaissance juste pour mon plaisir personnel. Incidemment, je vous rappelle que vous pouvez facilement communiquer avec moi par courriel, la façon la plus simple, parce que les gens communiquent des fois sur différents réseaux, des fois ils mettent des messages sur notre page Facebook, sur Patreon, un peu partout. Moi, je vous dis, la meilleure façon de communiquer avec nous, puis de me rejoindre directement, c'est de nous écrire à l'adresse baladovde@gmail.com, VDE pour Voyage dans l'espace, donc baladovde@gmail.com.
Si vous avez des hypothèses à me soumettre, ça m'intéresse. Et je réitère le fait que j'ai toujours du plaisir à apprendre à vous connaître. J'aime ça quand vous m'écrivez, vous me dites un peu qui vous êtes, dans quel cadre vous écoutez le balado. Ça me fait rire parce que des fois, les gens vont dire « Je vous écoute en me couchant le soir et je m'endors sur vos paroles. » Mais ce n'est pas parce que vous n'êtes pas intéressant. Ça me fait toujours un peu sourire. Fait que si vous avez le goût de communiquer avec moi, pour n'importe quelle raison, si vous avez des questions à me poser, si vous avez des suggestions de balado, j'en reçois des suggestions, puis d'ailleurs, il y a certains balados qui sont nés de certaines de vos suggestions. C'est toujours un plaisir pour moi d'avoir de vos nouvelles à baladovde@gmail.com. Et donc, particulièrement, si vous êtes spécialiste en statistiques d'écoute, écrivez à Claude. Et pour conclure... J'en demande pas tant. Ah, mais on ne sait jamais. On sait jamais. Et pour conclure, Claude, tu as une petite annonce à faire. Et oui, j'ai entrepris de faire des vidéos. Ça ne remplacera pas les balados. Les balados ne deviendront pas des vidéos. Mais à l'occasion, je vais publier des vidéos pour, entre autres, vous montrer un certain nombre de photos de l'espace. Parce qu'un des avantages du domaine spatial, c'est qu'il y a des photos fabuleuses, des photos extraordinaires qu'on peut évidemment pas montrer en balado. Donc, je vais publier de temps en temps sur notre page Facebook des vidéos qui est souvent un prétexte pour vous montrer des belles photos. À l'heure où on enregistre, on est en train de mettre la main finale aux premières vidéos qui va répondre à une question qu'on m'a souvent posée. Pourquoi n'y a-t-il pas d'étoiles sur les photos d'Apollo? En fait, et c'est un prétexte pour vous amener faire un voyage sur la Lune. Donc, si ça vous tente de voir nos vidéos, rendez-vous sur notre page Facebook Voyage dans l'espace. Sur cette page-là, soit dit en passant, on a mis tous nos balados en version audio. Là. C'est une autre façon d'accéder à nos balados. C'est sur YouTube, Claude. J'ai dit quoi? Oh, OK. Sur YouTube. Excusez-moi. OK. Sur YouTube. On a une page YouTube Voyage dans l'espace. C'est là que se trouvent tous nos balados. Et c'est là aussi qu'on va mettre des vidéos. Peut-être qu'au moment où vous écoutez ça, il y en aura eu deux ou trois autres. Là, parce que, d'ailleurs, j'ouvre une parenthèse. C'est des petites vidéos qui sont faites sans prétention. C'est pas une production hollywoodienne. Je veux faire des vidéos très simples, très faciles, qui sont pas léchées, qui sont pas hyper complexes, parce que si ça me prend 2 semaines pour faire une vidéo, j'en ferai pas souvent. J'espère faire des vidéos tout simples qui me prennent peut-être une soirée à faire et qui vous permettent donc d'accéder à différentes vidéos. Donc, attendez-vous pas à des productions hollywoodiennes. Ça se veut, au Québec, on dit à la bonne franquette. L'idée, c'est peut-être de vous amener faire un petit voyage avec moi, de vous montrer certaines photos, certains bouts de films que je vais commenter. Donc, je vous invite à aller sur la page Facebook de Voyage dans l'espace. YouTube. Je ne me corrigerai pas. Mais certainement que sur Facebook, il y aura le lien vers la page YouTube, donc tout va bien. C'est ça, exactement. Fait que, en terminant, nous vous invitons à aller donc sur la page YouTube de Voyage dans l'espace pour voir nos petites vidéos. Merci, Claude. Merci, Florent. Nous vous remercions de nous avoir écoutés. C'est toujours un plaisir, en tout cas, de partager une conversation avec Claude. Nous remercions particulièrement aussi les personnes qui nous soutiennent sur Patreon, grâce à qui ce balado continue sur sa lancée à travers l'univers. Je vous rappelle qu'à partir de 5$, vous avez accès à tous les fascicules qui accompagnent les balados et qui regorgent d'informations supplémentaires vous permettant de prolonger l'expérience. Vous avez également accès aux épisodes avec 2 semaines d'avance. Alors si ça vous tente et si vous avez le cœur et les moyens de nous soutenir, direction le site patreon.com, rubrique Voyage dans l'espace. Cet épisode vous a été présenté par Florent Meunier avec Claude Lafleur au contenu et Laurent Runigo, Dylan Baillargeon à la diffusion. Sur ce, et où que vous soyez dans l'univers, à bientôt pour un autre voyage dans l'espace.